Bienvenue dans Voix de Plume, le podcast qui donne la parole aux voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Au cours de ce 6e épisode, nous poursuivons notre excursion dans les zones sombres de la littérature. Après avoir exploré les romans noirs d'Annick Zacharie, nous nous dirigeons ce mois-ci vers un genre littéraire qui fait la part belle aux sueurs froides et aux enquêtes criminelles, le thriller. Nous accueillons aujourd'hui Thierry Dufresne, un auteur de thriller qui se passionne pour la médecine légale et qui connaît le milieu médical comme sa poche. Un background qui nourrit sa plume, laquelle livre le lecteur à une bascule incessante entre la mécanique précise et rationnelle des enquêtes policières et l'étrangeté de phénomènes que la science peine à expliquer. Bonjour Thierry. Bonjour Maud. Merci d'avoir accepté de participer à ce 6e épisode de Voix de Plume. Merci à vous également, chers auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ce rendez-vous mensuel. J'en profite pour vous demander de penser à vous abonner à cette chaîne et à liker ou partager cet épisode. Un simple clic pour faire résonner plus loin et plus fort les voix des auteurs que vous découvrez chaque mois sur YouTube, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Thierry, avant d'entrer dans la lecture approfondie de tes romans, commençons par faire un peu connaissance. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment tu en es venu à écrire 7 morts sur ordonnance, qui était ton premier roman, publié en 2012, ça fait quelque temps déjà, par les éditions Ex Aequo, chez qui tu es toujours édité aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai fréquenté aussi pas mal de salons du livre pour chercher mes lectures. J'avais un projet de roman plutôt noir et en tête depuis l'adolescence, mais que je n'arrivais pas à finaliser. C'est mon parcours professionnel et notamment mon activité en médecine légale qui m'a permis de continuer dans ce roman et de mélanger une histoire d'amour avec une enquête policière pour le premier roman. Donc c'est dans le cadre de ton travail que tu as eu le déclic, le petit truc qui fait que tu as pu aller au bout de ce projet. Alors, ma première histoire en elle-même que j'avais pu concevoir était relativement simple et je pense qu'on ne pouvait pas construire un roman avec. C'est vraiment le fait de d'écrire et de connaître un petit peu la médecine légale et ce que j'ai pu vivre en médecine légale de par mon travail, qui m'a permis de construire une enquête policière autour de cette histoire et qui amène plus de matière en fait. Voilà. Et donc tu as été publié par les éditions Ex Aequo avec ce premier roman. Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que tu as proposé de toi-même des textes? Est-ce que ton éditeur t'a demandé de produire des textes? Alors, j'ai envoyé mon manuscrit à beaucoup de maisons d'édition. Le premier, je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition, des plus grosses jusqu'aux plus petites, jusqu'à la réponse positive des éditions Ex Aequo, avec une éditrice qui fait, même encore maintenant, avec les directrices de collection, un vrai travail d'édition, c'est-à-dire qu'ils font retravailler les manuscrits qu'ils pensent intéressants. Là, c'était le cas. Mon manuscrit lui a plu, simplement, elle le trouvait trop long parce qu'il y avait des anecdotes en trop. Donc, je l'ai retravaillé une première fois, et puis encore une seconde fois, parce qu'en fait, elle a voulu encore retirer certains passages. Alors, tout ça, évidemment, en collaboration avec l'éditrice, pour finalement arriver à quelque chose qui est bien mieux que le premier manuscrit au départ. Donc si j'ai bien suivi, tu as poursuivi après ce premier roman avec une trilogie dans laquelle a été publié notamment Le labyrinthe de Darwin dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'était déjà un thriller? Est-ce que tu as toujours écrit des thrillers? Alors, j'ai toujours aimé le genre, en fait, thriller. Quand j'ai commencé à lire sérieusement dans les années 70-80, le nom n'était pas forcément aussi connu que maintenant. J'ai toujours aimé ce mélange enquête policière ou étrange, fantastique, avec des auteurs comme Jean Ray, par exemple, voilà, que je lis toujours.
Ouais, j'ai toujours écrit du thriller et c'est vraiment le genre qui m'intéresse et c'est probablement le genre que je lis le plus. Euh, J'aime bien D'accord. aussi mélanger voilà, les styles et celui-là, Les Labyrinthes de Darwin, suivi des deux autres tomes qui s'appellent La Némésis de Darwin et Le Pentacle de Némésis, sont probablement ceux où la dose d'étrange est le plus élevée. Voilà, ça reste une enquête policière, mais il y a quand même une forte dose d'étrange. Alors, pour te recevoir aujourd'hui, j'ai lu Le Labyrinthe de Darwin, qui fait donc partie de cette trilogie, et puis deux thrillers plus récents, intitulés Le Syndrome du crocodile et Oui, Nécrophonie, donc tous deux publiés chez Execo également. Et ces deux romans, ils s'inscrivent, on va le voir par certains aspects, dans une forme de continuité avec Le Labyrinthe de Darwin et avec cette première partie de tes publications. Pour le comprendre, on va commencer par dire quelques mots sur Le Labyrinthe de Darwin. C'est un roman qui a été publié en 2013 et comme tu viens de le dire, c'est un peu plus qu'un simple thriller dans le sens où il relève aussi du fantastique. Il met notamment en scène Auguste Maillard, un personnage dont le bagage génétique n'est pas celui d'un être humain. Auguste Maillard, c'est quelqu'un qui dispose de capacités particulières, il bénéficie d'une longévité exceptionnelle, il est capable de s'auto-régénérer lorsqu'il est malade ou lorsqu'il est blessé, et surtout, il lui suffit d'absorber une goutte de sang humain pour accéder instantanément à l'intégralité des souvenirs et donc de l'expérience de vie de la personne qu'il a en quelque sorte goûté. Et cette longévité, cette aptitude à se régénérer, cette façon de boire le sang, à première vue, ça évoque la figure du vampire. Et pourtant, le récit remet en cause cette interprétation fantastique. Je me trompe c'est tout pas à fait ça. quand je dis ça? Effectivement, j'ai réfléchi, je me suis renseigné sur l'évolution de l'homme, des mammifères, l'évolution en général avec avec Charles Darwin. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pu y avoir une autre évolution possible pour l'humain? Est-ce que notre cerveau ne nous permettrait pas d'avoir, bah oui, une évolution complètement différente? Effectivement, Auguste Maillard est issu d'une lignée, il se dit avoir une évolution différente des autres humains. C'est Euh, ça, en fait, le récit met en perspective la théorie darwinienne de l'évolution en imaginant le développement d'une race d'êtres qui serait développée en parallèle à l'Homo erectus, oui, hein, à notre race à nous. Et c'est donc une approche qui est scientifique, qui est radicalement opposée à celle des extrémistes religieux qui traquent justement Auguste Maillard, qui le considère comme une créature démoniaque qui fait l'objet d'une traque acharnée de la part d'un groupuscule catholique extrémiste que tu décris comme directement hérité de oui. l'Inquisition. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que le récit il suggère que bon nombre de victimes de l'Inquisition étaient issues de la même branche d'évolution qu'Auguste Maillard et que donc ce qu'on a pris pour des sorcières, des sorciers, des démons étaient juste des êtres Un petit peu différents. ça, oui. Il est beaucoup question Voilà. aussi dans ce roman on va dire, des expertises, des savoirs poussés très loin jusqu'à l'expertise de certaines personnes. Et je pense effectivement que au moment de l'Inquisition, ce genre de savoir gênait beaucoup l'Église. Le savoir au niveau des Intéressant. plantes, voilà, de la physiologie, de l'anatomie, c'était toutes des sciences qui gênaient en fait l'Église, qui à cette époque-là Oui, il avait voulait. quelque chose à Pardon. faire, c'était masquer les savoirs et empêcher les gens de réfléchir. Mon point de vue, Oui, c'est ça, voilà. ils avaient un rapport complètement Oui, hégémonique au oui. savoir. Ils voulaient être les seuls détenteurs, les seuls sachants et les seuls hommes de pouvoir, hein. Donc ça évoque tout ça en sous-texte. Et puis, ça suggère aussi que ce qu'on considère comme étrange ou irrationnel, en définitive, ce n'est peut-être que des phénomènes que la science peine encore à J'ai expliquer. effectivement pris des faits que la science commence à développer, notamment avec l'odorat, les odeurs, que ce soit en médecine légale, puisqu'il y a une recherche aussi au niveau des molécules odorantes, enfin aromatiques, même pour rechercher, dans des enquêtes. Et j'ai aussi utilisé ce qui était une grande nouveauté à l'époque, les programmes CADOG, c'est-à-dire les chiens utilisés pour détecter des maladies, le cancer du sein chez les femmes, de la prostate chez l'homme.
ce qui a été encore repris après au niveau de la pandémie Covid pour détecter des patients malades. Donc en fait, il faudrait imaginer, si on avait par exemple une évolution qui nous permettait d'avoir un odorat identique à celui du chien ou de l'ours, et une vue telle qu'on a, puisqu'on est quand même parmi les animaux à avoir la meilleure vue, juste derrière les oiseaux, je crois, hein, les aigles, ça nous permettrait de deviner une quantité de choses, mais phénoménale en fait. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée que le sang contient toutes les mémoires de la personne, parce que je pense que c'est vraiment un élément central dans le labyrinthe de Darwin. Et je propose qu'on lise un premier extrait pour que les auditeurs saisissent Oui. bien toute la portée de ça. C'est un extrait qui est tiré d'une lettre testament, hein, on peut appeler ça comme ça, écrite par le personnage d'Auguste Maillard à la femme qui porte son enfant. Je te laisse lire ce texte, Oui. Thierry. Tu es ce que tu manges, bois, respires, absorbes, dissous, décomposes, transformes, combines, rejettes, élimines. Tu gardes au cœur de tes fluides la trace de tous ces éléments, de tous ces atomes, tous les arômes de ton passé. Tes souvenirs enchaînés en un cordon de molécules, particules, éléments et isotopes. Votre mémoire est là, dans vos chairs, dans votre sang. Votre avenir s'y dessine avec vos hormones, vos antigènes, vos toxines, protéines, vos manques, vos anémies. Autant de substances sécrétées comme les marqueurs de vos futures souffrances. Je connais l'avenir de ton corps en décryptant son passé et son présent. Merci. On voit bien là comment la composition du sang et la biologie donc servent de support pour une explication parfaitement rationnelle à ce qui au départ semblait relever du fantastique. Et cette idée, on va voir que tu continues à la mettre en œuvre dans les 2 thrillers dont on va parler maintenant, et tout particulièrement dans Nécrophonie. Avant d'en dire plus, est-ce que tu peux nous présenter l'intrigue de Nécrophonie en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors Nécrophonie, c'est une enquête dans un CHU, dans un grand hôpital, où le lecteur va découvrir certaines zones abandonnées, certains sous-sols auxquels le public n'a pas accès. Et en fait, l'idée de base est le nécrophone d'Edison, puisqu'Edison, à la fin de sa vie, était assez mystique. Et il voulait écouter les morts. Et donc, il avait dessiné les plans d'un gros microphone. Et en fait, il voulait voilà, écouter les morts relativement récents, hein. Il fallait que voilà, il n'allait pas chercher, il n'allait pas exhumer des corps, il fallait que les corps soient très récents. Il voulait écouter ce que les morts avaient à nous dire. C'est un pan qui est très méconnu des recherches d'Edison. Edison, tout le monde le connaît en tant que pionnier de l'électricité, mais on connaît très mal cet aspect de ses recherches qui est très particulier quand même, parce que on ne s'attend pas à ce genre de posture de la part d'un scientifique. La science telle qu'on la connaît a plutôt tendance à rejeter l'idée qu'il se passe quoi que ce soit après la mort. En tout cas, n'a jamais cherché vraiment à le prouver. Oui, tout à fait. Alors, à l'époque d'Edison, il y avait une grosse vague, enfin, il y avait la mode du spiritisme. Et en fait, Edison, lui, ne participait pas à ce genre de réunion. Il pensait que c'était des charlatans. Par contre, il voulait une approche scientifique de, de ça, en fait, de rechercher les esprits, les morts qui parlent, etc. Alors, il avait dessiné les plans d'un nécrophone, mais dans son laboratoire, il avait aussi inventé une sorte de piège à fantômes, c'est-à-dire des détecteurs. J'ai plus l'idée en tête, mais il avait mis des détecteurs dans son laboratoire qui permettaient, s'il y avait un fantôme qui passait, de pouvoir détecter. Voilà. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. D'accord. Le nécrophone, pour les auditeurs, on en trouve d'ailleurs une illustration sur la couverture du livre. Oui. C'est le nécrophone À qu'on la... trouve en Ah non, couverture, non, c'est cette non, non, œuvre. il est à la fin. Le plan est Non. dessiné à la fin, c'est vraiment un graphique. Ah, Non, non, la couverture, c'est une c'est une interprétation, interprétation oui, voilà, c'est des du bêtises. nécrophone. Par contre, j'ai une anecdote, le gramophone qui est en couverture, alors c'est une invention qui a été faite par Edison, enfin, ou qui en découle, c'est le phonographe qui l'a inventé. Il voulait l'inventer pour donner des cours, en fait, à la base, c'est-à-dire enregistrer des cours pour les élèves qui seraient diffusés en classe. Et puis, en fait, le dispositif d'enregistrement a fait que les gens s'en sont emparés et l'ont utilisé autrement. Ils enregistraient un message de leur vivant pour le diffuser
le jour de leurs funérailles, jusqu'au jour où il y a un chien qui est venu s'asseoir devant le gramophone et c'est devenu la marque, la voix de son maître. Pour les plus anciens, je pense que cette C'est marque-là parlera. Voilà. C'est Pathé Marconi, la voix de son maître, parce que le chien a ouais, reconnu la voix de son maître. Voilà. c'est une super anecdote. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une révolution. Tu le dis à un moment dans le livre, hein, c'était une révolution absolue de pouvoir entendre parler Oui. quelqu'un de mort, quoi. On n'avait jamais entendu la voix de Socrate ou de César, quoi. Et puis on pourra pas. Et on pourra pas. Tandis que voilà, là c'est devenu possible avec ces outils à ce moment-là. L'enregistrement, l'enregistrement du vivant passé au moment de ses funérailles, c'est une sorte de nécrophonie, mais pas en direct. Absolument. Ce que j'aimerais souligner maintenant, c'est le parallèle que tu as établi dans Nécrophonie entre ces recherches d'Edison qui visent à capter la voix des morts et la médecine légale qui, d'une certaine manière, permet à elle aussi de faire parler les morts par l'intermédiaire des autopsies. Oui. Et c'est là qu'on rejoint quelque part l'idée développée dans le labyrinthe de Darwin, à savoir que le sang, et ici le corps dans son intégralité, contiendrait toutes les mémoires et toutes les informations sur la vie d'une personne. C'est une idée qui est assez fascinante. Et pour bien comprendre, je vous propose de lire un nouvel extrait tiré justement d'une scène d'autopsie dans Nécrophonie. 11h01, salle S00673. Plus que les chairs rouges sombres, la graisse jaunâtre sous la peau grise, le disque blanchâtre d'une vertèbre, la section nette de la moelle épinière, c'était ce vide atroce au-dessus des épaules qui aspirait le regard jusqu'au repère de la mort et de la barbarie. L'absence inconcevable de visage était un abîme étrange, où chacun cherchait désespérément une bouche, un nez, 2 yeux. Ce défaut terrifiait les vivants depuis toujours. Il y naissait des martyrs, d'affreuses légendes de cavaliers sans tête, d'épouvantables croyances. Et pourtant, depuis la nuit des temps, l'homme était derrière le sifflement de la lame d'une épée, le choc sourd de la hache sur le billot, le cruel triangle affûté de la guillotine glissant dans son rail. Les crânes roulaient dans la poussière, puis le bras victorieux, justicier ou vengeur, l'exhibait à la foule comme le symbole sanglant d'une ultime violence. Le cadavre décapité n'était rien, même pas une marionnette cassée, juste un amas de chair piétinée, abandonnée et que personne ne reconnaissait. Pour le lieutenant Legarde, on pouvait mettre un nom sur un visage, jamais aussi facilement sur un corps. Il faisait cependant la triste expérience inverse. Comment pouvez-vous être si affirmatif sur l'identité d'un Maccabée sans tête ? Douta-t-il devant les certitudes des agents du service funéraire qui venaient de lui annoncer les noms et prénoms des morts gisant à leurs pieds. Vous savez, lorsqu'on observe l'anatomie ou la physionomie humaine, nous croyons être tous construits sur le même modèle, mis à part la taille, le poids, les traits d'un faciès et la couleur de peau. Il n'en est rien. Les organes internes, nos squelettes, nos taux d'hormones diffèrent autant que notre aspect extérieur. Notre microbiote, ces bactéries avec lesquelles nous vivons et qui nous sont indispensables, est lui-même propre à chacun, comme nos empreintes digitales aussi, insista Marie, choisissant cet exemple comme le plus explicite pour un policier. Avez-vous un chien ? Non ? Dommage. Lui sait que votre odeur n'est pas identique à celle de votre voisin. Je vois les médecins légistes ouvrir des corps et je les entends dicter leurs observations et leurs conclusions depuis plus de 10 ans. Je vous l'affirme par expérience. Nous pouvons faire parler des cadavres sans tête, finit-elle sans discerner la touche d'humour noir de sa dernière phrase. Ce passage, il montre que la science est capable de faire parler les morts. Et le parallèle avec le nécrophone d'Edison est intéressant. Il est dans une démarche scientifique, il cherche à valider une notion que la science n'a jamais pu valider. Le fait que l'âme quitte le corps au moment de la mort et continue son chemin d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment une notion qui est admise dans le cadre religieux, dans le cadre ésotérique, mais qui est rejetée par la science. Et ce paradoxe dans les recherches d'Edison
Il est en quelque sorte incarné par le personnage du criminel qui s'inspire du travail d'Edison, donc qui s'inscrit dans cette démarche scientifique, et en même temps ses discours et ses raisonnements, ils relèvent plus d'un emballement mental qui mêle un peu tout, quoi. Il y a la science, il y a l'émotionnel, et puis il y a même une petite pointe d'ésotérisme par moment. Il a des discours qui sont assez hallucinés, hein, il faut le dire comme ça. J'aimerais bien que tu en lises un extrait où le criminel s'adresse à sa prochaine victime, justement pour que les auditeurs saisissent bien la tonalité des discours et de l'état d'esprit aussi de ce criminel. Oui. Je te donne un dernier conseil pour la traversée. Lorsque tu te réveilleras dans le sarcophage et que tu te sentiras mourir, souviens-toi des paroles d'Edison. Représente-toi un abîme en terrasse, et sur chaque terrasse, une belle personne. Au premier, confie ton esprit. Il le passera aux autres, jusqu'à ce qu'il arrive tout au fond du gouffre du silence et de l'oubli. Seulement à ce moment-là, tes unités vies pourront remonter vers la lumière. En grec ancien, phone signifie la voix, et dans la mythologie, phonos, un des enfants de la nuit, veut dire meurtre. Étymologiquement, nécrophonie pourrait donc être l'assassinat de la mort. Quel merveilleux jeu de mots, n'est-ce pas? En écoutant les morts, nous les faisons revivre et en voyant la faucheuse pointer au chômage. Merci. On voit bien dans cet extrait comment le criminel navigue entre la science, la mythologie et puis ce besoin assez insensé de dépouiller la mort, même d'assassiner la mort. On est vraiment sur quelque chose qui dépasse l'entendement. Et entre Edison, les délires du criminel et les scènes d'autopsie, Nécrophonie nous apporte comme ça des éclairages et des perspectives très différents sur la façon d'appréhender la mort du corps physique. Et cette question, tu l'explores aussi, mais d'une manière complètement différente dans le syndrome du crocodile. Il interroge aussi la capacité de l'esprit à se dissocier du corps physique. Oui. Alors, je vais Oui. ajouter quelque chose quand même. Concernant le passage Oui. que tu as lu, effectivement, un corps humain ne ressemble pas à un autre. Et j'avais un métier, j'étais manipulateur en radiologie, donc dans lequel on découvrait l'intérieur des corps humains avec le scanner, l'IRM, les radiographies standards, et où en fait on découvrait des choses que le patient lui-même ne connaissait pas. Alors c'était toujours assez amusant, on va dire, de dire au patient, tiens, vous avez une vertèbre en plus. En fait, il ne le savait pas, il avait 40 ans, mais pour lui, il était constitué comme son voisin et comme les autres. En fait, voilà, il y avait une anomalie génétique qui n'est pas grave en soi, hein, mais alors voilà, c'est ce genre de choses où en fait on peut reconnaître des corps humains, effectivement, pas uniquement au visage, à l'ADN, et voilà, il y a des signes parfois très simples qui permettent de discerner une personne. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, j'adore jouer avec tout ce qui est étrange, fantôme, tout ce qui fait peur, parce que j'adore avoir peur, mais je n'aime pas le danger. Donc, c'est ce que je disais en premier quand j'ai présenté mes bouquins, lire un thriller sous la couette, ça me convient parfaitement. Et par contre, je suis quelqu'un de très cartésien, et les fantômes, les esprits, c'est des choses auxquelles, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'attends qu'on m'apporte la preuve, en fait, qu'ils existent. Ça ne m'empêche pas d'avoir des peurs ancestrales, mais la nuit, du noir, des caves, des sous-sols, etc., voilà, je les utilise dans mes bouquins, mais je suis à la base quelqu'un de très cartésien. Il y a quand même une fascination pour l'étrange. L'étrange est toujours par là, donc il y a ce besoin d'y trouver une explication scientifique, mais quand même cette conscience que l'étrange traîne un peu toujours dans le coin, j'ai l'impression. Si on s'attarde un peu sur le syndrome du crocodile, maintenant, syndrome du crocodile, c'est avant tout un thriller, hein, ça épouse parfaitement les codes du genre, mais ça ne s'y limite pas, parce que ça soulève aussi des questions comme ça qui interroge voilà, les liens entre l'esprit, le corps, la possibilité de dissocier les deux. Voilà. Thierry, je vais te demander une nouvelle fois de nous présenter l'intrigue du syndrome du crocodile parce que je pense que tu es vraiment le mieux placé pour décider de ce qui peut être dit sans spolier le lecteur. C'est quand même assez délicat comme exercice. Donc je te laisse présenter l'intrigue du syndrome du crocodile aux auditeurs. Le syndrome du crocodile, c'est un roman
il met en scène un jeune homme très sportif, mais qui, à la suite d'un accident, est devenu tétraplégique. Il n'a pas d'amis, il est au fond de son lit, il n'a plus rien à espérer de la vie. La seule chose qu'il fait, c'est regarder les pigeons sur la rambarde de sa fenêtre. Donc il est sous machine, hein, il est hospitalisé dans un centre spécialisé. Et en fait, il va se retrouver un jour dans la tête du pigeon. Il ne sait pas trop comment. Il pense que à la base, il devient fou. Et en fait, il vole avec le pigeon et pas de chance, et il assiste à un meurtre. Et il va vouloir aider la police en tant que pigeon. Alors ils sont deux hein, dans la tête du pigeon. Il y a mon personnage et le pigeon. Et à travers ce roman, j'ai voulu parler de la condition des personnes qui étaient paralysées au fond de leur lit, tétraplégiques, mais j'ai voulu aussi mettre en filigrane le droit de chacun à disposer de lui-même. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui ressort et c'est ce qui est en arrière-plan. C'est pas le principal sujet, hein, mais ça, en fait, ça fait partie des choses Absolument, d'écriture. c'est deux questions dont on va parler d'ailleurs, hein. D'abord, je voudrais revenir sur cette symbiose que tu décris entre l'esprit de Cédric et le corps du pigeon. Le roman s'ouvre en fait sur une scène, hein. Au début, le lecteur a du mal à comprendre. Oui, on comprend qu'on est dans la tête d'un Ouais. oiseau, mais l'oiseau, il pense comme un humain, donc c'est assez étrange. Puis petit à petit, on remet les choses en place et on comprend qu'il s'agit d'une personne tétraplégique qui se retrouve comme ça en fusion avec le corps d'un pigeon. Et cette symbiose, le récit, il offre plusieurs pistes au lecteur pour le comprendre. Alors, il y a la piste la plus rationnelle qui serait l'explication médicale, hein, une tumeur au cerveau qui viendrait créer des hallucinations, sauf que ça marche pas. L'explication, elle se heurte au principe de réalité puisque le meurtre auquel il assiste en tant que pigeon, c'est bel et bien déroulé. Et l'être humain, Cédric, qui, quand il est en état d'être humain, va en avoir la confirmation. Donc le lecteur, il est poussé à Oui. envisager d'autres explications. Il cherche à comprendre, tout comme Cédric, hein, qu'est-ce que c'est que ce phénomène vraiment étrange. J'aimerais bien qu'on lise du coup un nouvel extrait, parce que ça va permettre aux auditeurs de bien se représenter ce qu'est cette symbiose entre Cédric et le pigeon, qui est assez fascinant, parce qu'on se retrouve à voler au-dessus de la ville comme un pigeon, et puis qui questionne aussi la nature de cette symbiose. La vitesse du vol m'impressionne autant que les limites physiques de l'oiseau. Je sens sa respiration accélérée et le cœur taper au rythme d'un métronome affolé. Encadrant la cathédrale de Semier, les toits défilent comme un damier irrégulier rouge et gris transpercé par le canal et ses eaux vertes. En 2 minutes, nous avons atteint notre but. Fidèle à son habitude, il atterrit sur la rambarde de ma fenêtre. Le pigeon doit être fatigué, affamé et avoir hâte de se débarrasser de moi. Je suis prêt à retrouver mes perfusions et mes cathéters, mes machines, mes sondes et le mélange d'odeurs, la chair pourrie de mes escarres et les désinfectants, ma mélancolie. Mais rien ne se passe. Je reste coincé sous les plumes. Aurais-je trop tardé ? Pourquoi le processus ne s'inverse-t-il pas ? Je me déplace sur le côté. Les griffes sonnent sur l'aluminium avec ce bruit reconnaissable qui m'avertit de la présence du pigeon à chaque atterrissage devant mon lit. Je scrute l'intérieur de la pièce. Les écrans ne brillent pas de l'habituelle procession multicolore de mes courbes physiologiques. Quelques témoins lumineux clignotent, comme si le matériel était en veille. Dans la pénombre de la pièce, je vois le rectangle blanc du lit. Le relief sous le drap froissé est anormalement plat. Je scrute le fond de la pièce. Les tuyaux du respirateur sont débranchés et pendent sur le côté de la machine. Sur l'oreiller, je ne vois pas mon visage. Je comprends alors que mon corps n'est plus là. Le pigeon ne peut plus attendre. En 3 coups d'aile, il s'élève sur la corniche, rejoint sa femelle, assise sur l'œuf et le pigeonneau, toujours aussi ébouriffé. Tout est étonnamment calme sous ce rebord de toit. Les 3 oiseaux se serrent l'un contre l'autre dans un silence total, disparu pour le reste de la ville qui s'agite plus bas. Ils ne bougeront plus jusqu'à l'aube. J'ai toujours été frileux et je redoute de passer la nuit ici. Le vent n'est pas très fort, mais il s'immisce sous nos plumes, j'en frissonnerais presque. Quelle erreur ai-je fait pour en arriver là ?
Je sais qu'une équipe devait m'emmener pour des examens complémentaires. Est-il possible que le programme ait pris du retard et que je ne sois pas encore revenue? Ou bien suis-je mort? Une question saugrenue me vient. Ai-je accompli trop tard le but que je m'étais fixé, au point de rater mon décès comme on rate la fin d'un film? Vais-je rester emprisonnée dans le corps du pigeon jusqu'à sa fin à lui? Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. J'envisage encore les hypothèses de la métempsychose ou de la réincarnation, mais jamais personne ne viendra accréditer ou démentir mes suppositions. Thierry, derrière cette question des liens entre le corps et l'esprit, tu l'as dit tout à l'heure, le syndrome du crocodile aborde aussi la question délicate du droit à disposer de sa propre vie et, pour être plus précise, à décider de sa propre mort. Alors, c'est une question qui a été traitée dans la philosophie et d'ailleurs, tu fais plusieurs fois référence à Nietzsche dans ce livre, mais aussi dans Le labyrinthe de Darwin, parce que Nietzsche a traité cette question, notamment dans Par-delà le bien et le mal, où il revendique en fait le droit de choisir sa mort plutôt que de la subir, et ce qui permettrait de vivre plus légèrement, sachant qu'on peut décider de tout arrêter. Alors je résume la pensée de Nietzsche, les spécialistes me pardonneront, c'est un petit peu sauvagement. Je sais pas si tu veux nous en parler, parce que je me suis dit que c'était une référence qui comptait pour toi. J'aime assez les pensées de Nietzsche, oui, avec l'élévation de l'humain et puis effectivement le choix de la mort, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Ça va être rapide. En fait, il y a une chose dont on est sûr quand on est, pour le moment, c'est de mourir un jour. Donc, dans la mesure où c'est la seule chose dont on est sûr, c'est quand même dommage de ne pas le choisir. Voilà. Et c'est vrai que le récit aborde aussi cette question d'une manière beaucoup plus concrète, en référence au débat sur la fin de vie qui agite le milieu médical depuis un moment déjà. J'imagine que ça a aussi influencé ce que tu écris. Oui, alors en fait, il faut pas confondre la fin de vie et laisser quelqu'un partir, et puis une action qui met qui met fin à sa vie, en fait. Voilà, il y a un moment où c'est quelque chose qui n'est pas choisi parce que c'est dû à la maladie ou à un état, et c'est le choix des autres, ou ça peut être de soi-même aussi, mais de laisser mourir quelqu'un parce qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais là, actuellement, le débat, c'est d'avoir une action, en fait, de la personne en disant je veux mourir. Je pense il y a une différence, en fait. Là, dans le syndrome du crocodile, c'est vraiment Cédric qui réclame à ce qu'on le laisse mourir. Ouais. Oui, parce que lui, il est voilà, c'est un jeune homme hyper sportif. Il a eu un accident de vélo. Il se retrouve enfermé dans son corps, en fait, quelque part prisonnier dans son propre corps. Et puis surtout, il est complètement soumis à la volonté des médecins il ne peut même pas s'exprimer. Donc il est vraiment C'est ça. enfermé. Et cette question, c'est vraiment le fil conducteur du roman, parce que petit à petit, tu détailles les différents ressentis, les différentes phases psychologiques même par lesquelles il passe par rapport à cette question-là. Je ne sais pas si c'est des choses auxquelles tu as été confronté au cours de ton expérience dans le milieu hospitalier, ou si c'est des choses qui étaient parlées entre collègues, ou s'il y a un événement particulier qui t'a poussé à réfléchir sur ce sujet. Alors, oui, c'est des choses qui arrivent quand on travaille dans le milieu médical, c'est des choses qui arrivent tous les jours. En fait, le choix de dire est-ce qu'on continue à soigner ce patient, est-ce qu'on continue à l'embêter, est-ce qu'on continue à le faire souffrir parce que les examens médicaux sont pas forcément toujours anodins ni indolores, et est-ce que ça vaut le coup d'embêter la personne, en fait, il vaudra mieux pas le laisser partir tranquillement. Alors, le choix est fait de plus en plus souvent, mais parfois, effectivement, sous certaines pressions, il n'est pas respecté. Et pour ce qui est de discuter entre collègues, bah oui, bien sûr, oui, c'est des choses qu'on aborde couramment. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la façon dont ton expérience du milieu médical imprègne ton écriture. Alors, j'ai pas lu tous tes romans, mais tu vas me le confirmer. Ils se déroulent tous dans le même décor, à savoir la ville de Semier. Et Oui, ils font tous référence à un moment, de façon plus ou moins appuyée, au CHU de Semier, plus précisément. oui. Alors, Semier, c'est un peu l'anagramme d'une grande ville. Je ne voulais pas, parce que c'est pas vraiment le cas, citer la ville de Reims où j'habite.
parce que le CHU dont je parle est quand même relativement imaginaire et ça me permet aussi au niveau des décors de pouvoir adapter les décors, le fait d'être dans une ville imaginaire. Donc j'ai commencé dès le premier, en fait, dès le premier roman à inventer une ville et puis je l'ai gardé pour la suite. Effectivement, on peut l'imaginer comme une grande ville du Grand Est avec un CHU. Voilà. Voilà, le centre névralgique de Sommier, ça reste le CHU quand même dans tes Dans mes romans en tout romans, cas. oui, oui. Et des lieux que j'affectionnais pour leur côté glauque, en fait, comme les sous-sols, les deuxièmes sous-sols, les laboratoires abandonnés, voilà, qui existent, en Voilà. fait. Alors, il y a des auteurs qui aiment bien les asiles psychiatriques abandonnés. Moi, c'était effectivement les sous-sols et les locaux laissés à l'abandon. Voilà. C'est vrai que le CHU forme un décor de thriller assez idéal et tu l'exploites particulièrement dans Nécrophonie. Je me trompe pas, hein, c'est dans Nécrophonie Oui, qu'il est vraiment exploité. Et ça va bien au-delà du côté froid et aseptisé de l'hôpital qui peut déjà en soi être terrorisant pour beaucoup de personnes. Parce que le CHU, c'est un décor qui est complexe. Il y a énormément de services qui sont dispatchés sur une très grande surface. Il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de visiteurs, il y a des va-et-vient. Et c'est une matière qui est très riche pour l'enquête policière. Et comme tu oui. la maîtrises parfaitement, bah, ça donne lieu à une mécanique du récit qui est hyper précise. Je me servais beaucoup effectivement d'anecdotes et puis de choses que je pouvais constater et de questions que je pouvais poser dans l'hôpital. Effectivement, dans un CHU, il y a des caméras partout. Et ça, je l'ai exploité dans Nécrophonie. On les voit pas hein, quand on rentre dans un hôpital, mais il y en a vraiment beaucoup et avec des enregistrements. Alors tout ça étant déclaré à la CNIL, mais ça permet de retrouver en fait quasiment tout ce que les gens peuvent faire, autant public que personnel quand ils se déplacent en fait. Comme à certains endroits, effectivement, il y a des salles où c'est interdit de filmer, où on ne peut pas avoir de caméra, mais les couloirs sont truffés de caméras, oui. Les parkings aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que tu exploites dans ton récit pour l'enquête hein, de manière très habile. Et cette précision quasi chirurgicale, elle est aussi amplifiée par les titres des différents chapitres qui, eux, évoquent le rapport de police, parce qu'en fait, ils sont toujours composés de la même manière. Tu as d'abord l'heure précise de la scène et puis le lieu, ce qui permet de se repérer dans ce schéma spatio-temporel assez complexe. Mais est-ce que pour toi, c'est une manière de souligner le parallèle, voire même la complémentarité entre l'enquête policière et l'analyse médicale? Est-ce qu'il y a un parallèle entre la rigueur du médical et puis la rigueur de l'enquête policière? Ah, j'ai jamais fait ce rapprochement. Mais effectivement, j'ai j'ai toujours aimé la précision. Alors, c'est moi qui l'invente, cette précision, mais en début de chapitre où en fait, l'action ne s'est pas passée à 11 heures, elle s'est passée à 11h03. Oui, c'est Voilà. important. Euh, Oui. Bah oui, Mais ça contribue complètement à la tension narrative et puis ça oui. maintient le lecteur aussi dans Ouais. une vigilance permanente. Ah oui, je suis là. Ah oui, c'est là. Ça oblige aussi parfois à réfléchir et à chronométrer une action en se disant, alors si celle-là je la mets à 11h03, celle d'après je la mets à quelle heure? Ah, ah. Mais Et oui, parfois c'est assez surprenant. On se rend compte que quelque chose, on pensait que ça prenait 10 minutes et en fait non, c'est beaucoup moins ou c'est beaucoup plus. Mais voilà, ça c'est dans la construction du roman. Mais non, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est un travail compliqué d'établir cette mécanique très précise, c'est pas rien. Et je voudrais aussi revenir quand même sur l'idée de la complémentarité entre l'enquête policière et puis l'analyse médico-légale. c'est un travail d'équipe. Et en fait, sur une autopsie, il y a quand même beaucoup de monde qui passe. Il y a le technicien d'identité criminelle, il y a le médecin légiste qui va faire la levée du corps avec une équipe policière. Il y a parfois le procureur qui est là. Et ensuite, il va y avoir beaucoup de professionnels au niveau médecine qui travaillent en collaboration avec la médecine légale, ne serait-ce que les agents d'amphithéâtre hein, qui vont aider le légiste à faire son travail. Et puis derrière, il y a les policiers, il y a ceux qui font les photographies, il y a encore un technicien d'identité criminelle. Et tout ça fait que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a du mal à imaginer. Et encore, j'ai zappé tout ce qui était expert derrière, à quel on peut envoyer des pièces anatomiques comme les mâchoires, les dents, voilà, pour identifier quelqu'un. Et alors, l'anecdote de la balle dans l'oreiller, effectivement, c'est
un corps qui avait été retrouvé, a priori un suicide, mais où la balle n'a pas été retrouvée. Elle n'était pas dans le crâne, puisque a priori elle était ressortie, sauf qu'elle n'était pas non plus dans le mur de l'autre côté. Et donc, on m'a appelé pour faire les radiographies et puis l'étude balistique, parce qu'en même temps, on fait une étude qui permet de mesurer les angles de tir, en fait. Mhm. Et sur un des clichés du crâne, effectivement, tout en haut du cliché, il y avait une tache blanche, donc qui pouvait correspondre à une balle, sauf qu'elle n'était pas dans le crâne. Donc, je suis retourné faire des radios de l'oreiller, en fait, qui était sous la tête du corps, de façon à localiser cette balle. Et là, les gendarmes qui étaient là, qui étaient des femmes, ont dit, ah, je savais qu'il fallait prendre tout, en fait, les draps, les oreillers, dans ce cas-là, parce que, en fait, voilà, si la balle n'est pas dans le mur, c'est qu'elle est dans le lit et qu'il faut, il faut tout prendre. Voilà. Donc, c'est l'anecdote, effectivement, de la balle, en sachant que sur une radiographie, la balle, on la retrouve tout de suite, alors que si le légiste se met à fouiller dans un oreiller, tout est rouge avec le sang, et lui, il en a pour une demi-heure à fouiller l'oreiller. Ouais, on voit bien l'intérêt de la complémentarité Ça, des deux ouais. approches, quoi. Alors, en regard de cette approche très méthodique hein, de l'enquête, qu'elle soit médico-légale ou policière, les passages qui sont consacrés à la folie du criminel, ils offrent un contrepoint absolu parce que, d'ailleurs, ces passages, ils sont en italique, comme pour souligner la différence ou le décalage entre les deux. On a d'un côté une enquête qui est décrite point par point, minute par minute, et puis de l'autre, ce que j'ai envie d'appeler la seconde intrigue, ou en tout cas l'autre perspective sur l'intrigue, c'est-à-dire le récit des crimes qui permet de saisir le délire mental du criminel, mais d'une manière beaucoup moins évidente ou logique. Et en fait, dans Nécrophonie, le lecteur, il observe le criminel par l'intermédiaire du point de vue de l'une de ses victimes. Il vit en direct le moment où cette victime se fait séquestrer, et donc tout ce qui va se passer ensuite. Et là, on est dans le thriller pur, hein, la scène où la victime tombe dans ses filets. Moi, j'étais terrorisée personnellement. Et donc, pour les amateurs de sueur froide, je propose qu'on lise cet extrait de Nécrophonie. Je propose que tu lises cet extrait de Nécrophonie qui m'a empêché de dormir. Ok. La peur est un sentiment respectable lorsqu'elle est fondée. Elle appelle à la prudence ou au renoncement et peut sauver la vie de celui qui sait l'écouter. Cette fois, je ne cède pas à la panique, mais je me laisse porter par une sagesse qui ne soulage en rien la boule de plomb qui m'écrase les tripes. À la vue des dents arrachées au fond de la boîte, il m'a semblé que mes propres racines me faisaient mal. J'y sens encore battre mon cœur. Je me redresse pour diriger la lumière vers la sortie quand un fort craquement résonne au-dessus de moi. Je sursaute, lève la tête en même temps que le faisceau de ma lampe improvisée. Par endroits sous la peinture écaillée et l'enduit lépreux, les lattes de bois du plafond sont à nu. Lorsque j'allais en vacances chez mes grands-parents dans leur vieille maison, les bruits incongrus et nocturnes provoqués par les changements de température et d'humidité sur les matériaux naturels m'avaient toujours fait peur. Ce sont les poutres et les planchers qui travaillent, me rassurait l'aïeul. Il savait de quoi il parlait. Menuisier à la retraite, il ajoutait souvent que seul le bois travaillait encore ici. J'entends un second craquement tout aussi indiscret, situé à 1 mètre plus loin que le précédent, puis un troisième, et un quatrième encore, plus à ma gauche. Cette fois, le rythme où ils se produisent ne peut pas être dû à une réaction du bois. Quelqu'un se déplace au niveau supérieur. Je fais un pas lentement car je le veux sans bruit. Désormais, chaque miette de seconde perdue me rapproche d'un danger mortel. Je n'ai jamais autant maudit mon audace. J'aligne 3 enjambées. Cette salle de bain ne me paraissait pas si grande à l'aller. J'ai le sentiment que le couloir recule au fur et à mesure de mon avancée. Je sais qu'ensuite, je dois prendre sur la gauche. J'y suis presque parvenu lorsque j'aperçois un puissant panache jaune éclairer l'escalier à l'autre bout du corridor. Des pieds le martèlent sans ménagement. J'ai le réflexe salvateur de couper ma lumière, ce qui m'interdit toute tentative de fuite en silence, sans me vautrer sur le carrelage ou m'aplatir contre un mur. Je recule, m'accroupis contre une paroi de la salle de bain, en pensant que je ne ressortirai peut-être jamais en vie de cette pièce morbide. Je finirai ici, les membres débités dans cette baignoire, tas de viande faisandée, avant de disparaître je ne sais comment. Les pas se rapprochent, passent devant la porte.
Je n'ose même pas tourner la tête pour essayer de voir celui ou celle qui, par sa position actuelle, m'empêche toute retraite. La démarche pesante s'arrête. Je discerne un grognement qui ressemble à un juron. La tonalité est plutôt masculine. Après un cliquetis, la lumière s'éteint. Le silence se rallie aux ténèbres. Terrifiant binôme. Voilà. Voilà. Voilà Si comment ça se passe. Si ça t'empêchait de dormir, c'était le but. C'est vrai que les scènes où la victime raconte ce qu'elle vit, c'est terrible, quoi. Alors, en passant d'un livre à l'autre, j'ai pu remarquer que tu avais souvent recours à l'italique pour écrire ce qui n'était pas rationnel, ce qui pouvait pas être exprimé à voix haute, ou encore ce qui n'était pas forcément visible. Dans le labyrinthe de Darwin, l'emploi de l'italique, il est employé pour la lettre testament écrite par Auguste Maillard. Donc c'est une lettre qui est fractionnée, qui est répartie tout au long du récit, puis qu'offre comme ça un contrepoint à l'enquête aussi. C'est un contrepoint à l'enquête policière. Il y a effectivement des lettres dans le labyrinthe de Darwin. Il y a aussi l'utilisation de l'italique lorsque je raconte deux histoires en même temps. Ce que j'aime beaucoup en fait dans mes lectures et dans l'écriture, c'est-à-dire mélanger deux ou trois récits simultanément, sans forcément de repère temporel sur chacun d'eux. Alors, le fait d'en avoir un en italique, c'est plus simple à comprendre pour le lecteur. C'est un peu une façon de construire, en fait. Je dirais que c'est plus dans la forme l'italique que dans le fond. Mais après, j'ai remarqué quand même dans le syndrome du crocodile, c'est souvent aussi utilisé pour les monologues intérieurs des personnages, justement dans les moments où les événements les poussent à quitter la zone du rationnel pour entrer dans le champ, soit de l'étrange, soit de l'émotionnel, soit de l'instinct. Il y a une espèce de bascule comme ça. Oui, Et il est utilisé notamment pour rentrer dans la tête du méchant, du meurtrier, et d'avoir ses pensées les plus sombres, en fait. Il est c'est effectivement ça. utilisé comme ça. Parce que le syndrome du crocodile, c'est aussi le récit du déséquilibre du personnage de Crocodilus. Et c'est un déséquilibre qui est à la fois physique, parce que c'est un personnage obèse, émotionnel, et puis qui se mue peu à peu en divagation mentale pathologique et en folie meurtrière. Quoi. On assiste à ça tout au long du récit. Le narrateur décrit ce cheminement psychologique qui va mener donc le personnage de Crocodilus à basculer du côté du crime, d'abord de façon instinctive, puis après de façon préméditée. C'est assez terrifiant aussi, c'est bien fait, c'est bien disséqué tout ce cheminement. Et, C'est très curieux parce que quand j'ai écrit le roman, en fait, je ne me suis pas rendu compte de cet aspect du Ah personnage oui. non, qui devenait un tueur en série. Je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est une lectrice qui m'a dit, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est le cheminement psychologique du personnage qui devient un tueur en série. Je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est dedans. Mais je pense que pour moi, c'était tellement évident que je n'ai pas remarqué ce cheminement. Voilà. C'est venu naturellement, mais sans doute parce que le personnage de Crocodilus était très, très clair dans ton esprit. J'aimerais bien qu'on en lise un nouvel extrait pour que les auditeurs puissent avoir une idée de ça. Alors cet extrait, c'est moi qui le D'accord. lis. Il se déroule juste après le premier meurtre de Crocodilus. C'est un extrait qui est assez court, mais qui est assez symptomatique. Il frissonne de fierté, puis sourit au coureur à pied qui passe son chemin. Le rictus ne lui était pourtant pas destiné. Il crâne, jubile, debout sous un cerisier. Bras tendus, il lève la cisaille et la pelle vers le ciel et ricane. Le cadavre astucieusement camouflé est son premier totem. Il peut l'admirer de sa fenêtre, mais personne d'autre ne le devine. Sa témérité le comble, se mue en audace. L'arrogance devient désir. Il sent jaillir l'ambition de recommencer, du fond de son ventre jusqu'au tremblement de ses mains. C'est plus qu'une envie, c'est un besoin furieux et péremptoire qui va l'animer au point que son avenir servira ce seul dessein. De futures proies passent tous les jours devant chez lui, et les brouillards automnaux serviront ses projets meurtriers, comme des rideaux éclipsant la scène d'un épouvantable théâtre.
Il range ses outils et retourne vers la maison, osant esquisser un pas de danse. C'est magique. Dans les rayons matinaux du soleil qui transpercent enfin la brume, il ressent un incroyable bonheur primitif et universel pour la première fois de sa vie. Voilà, et on n'est qu'au tout début de ce parcours, hein, et donc cette description se poursuit comme ça au fur et à mesure. C'est un exercice difficile d'écrire à la place du méchant, de Crocodilus. Il a fallu que j'aille chercher en fait dans tout ce qu'il y a de plus sombre en fait pour pouvoir rentrer dans la psychologie du personnage. Au point où après on se demande, on se dit mais enfin, je suis pas comme ça, enfin j'espère que je suis pas comme ça. Mais il a vraiment fallu chercher tout ce qui est plus Oui, elle est... vicieux, etc. et dire je l'écris. C'était un exercice difficile. Ouais, je veux bien te croire. Alors, je voudrais revenir aussi sur cette histoire des plusieurs récits, parce que dans le syndrome du crocodile, effectivement, il y a plusieurs récits qui se font écho et qui se complètent. Alors, il y a l'expérience de la symbiose de Cédric avec le pigeon, qui assiste au meurtre, qui tente de le dénoncer. Il y a le récit des policiers qui mènent l'enquête, et notamment un policier qui s'appelle Abdel, qui est très troublé par le comportement assez inexplicable d'un pigeon, qui le suit en permanence. Et puis il y a celle de Crocodilus, donc qui devient criminel. Et tout ça, ça produit vraiment une tension narrative très dense, quoi. Et d'ailleurs, il y a un quatrième récit qu'il faut mentionner aussi, c'est celui de Jeannette, qui est la troisième victime de Crocodilus. Et j'aimerais un peu qu'on s'arrête sur ce personnage de Jeannette, parce que ça reste un personnage secondaire dans le syndrome du crocodile, mais les lecteurs qui te suivent, ils connaissent Jeannette et ils la reconnaissent forcément, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai des personnages qui sont récurrents. Donc Crocodilus ne l'est pas, il peut pas l'être, mais Jeannette est un personnage récurrent du labyrinthe de Darwin et des deux autres volumes qui suivent. Et effectivement, elle est aussi dans le syndrome du crocodile. Et de même Et que Jeannette, Abdel, hein. Abdel et William sont des personnages qui sont aussi récurrents dans mes romans. Il y en a d'autres, hein. et, Il y a des personnages qu'on voit revenir de temps en temps, comme ça, ils font un bref passage. et alors Jeannette, elle est préparatrice en imagerie, c'est Elle est ça? manipulatrice, oui, elle Euh, fait mon métier. Ouais. Elle Mm. fait ton métier. Est-ce que tes personnages, ils sont inspirés de personnages réels? Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est très amusant, surtout dans le roman dont on n'a pas parlé, Cette mort sans ordonnance, j'ai effectivement utilisé des personnages qui existent, dont j'ai changé le nom et le prénom. Mais il y a eu un chapitre dans une des premières versions où je me suis trompé de prénom et où j'ai carrément mis le prénom de la personne qui m'avait servi de modèle. Bizarrement, c'est passé inaperçu, sauf chez une personne qui le connaît bien qui m'a dit non mais tu t'es trompé de prénom, il va falloir changer. Mais en fait, ça l'a beaucoup fait rire. Ok. Après, ce qui est intéressant avec le personnage de Jeannette, c'est l'instinct animal très fort dont elle dispose. Et c'est pas du tout anodin. Alors, la puissance de cet instinct animal, si on a suivi Jeannette dans la première trilogie, on en comprend l'origine, on en mesure pleinement l'importance, mais on peut aussi en saisir la portée sans avoir lu les ouvrages précédents par l'intermédiaire de l'expérience de Cédric le pigeon. Cédric, quand il symbiose avec le pigeon, il expérimente pleinement ce qu'est la conscience animale et la puissance de cet instinct. Un instinct qui est très, 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 très vivant aussi chez Auguste Maillard, hein, le personnage du labyrinthe de Darwin. Et il y a une phrase qui m'a interpellée dans les monologues de Cédric. C'est un moment où justement il dit que les êtres humains, ils sont aussi capables de cet élan instinctif. À un moment, il dit ça, il dit « Mon entraîneur me disait souvent, si tu as un choix à faire, que tu n'as pas d'éléments pour t'aider à trouver un chemin, et tes amis non plus, alors suis ton instinct sans rien demander à personne. L'inconscient nous dicte souvent la bonne voie sans que nous sachions pourquoi. » Oui, Quelque part, ça nous dit que l'existence, elle comporte forcément une part d'irrationnel qu'on est quelque part obligé d'accepter et d'intégrer. on ne sait pas forcément à de l'irrationnel, mais à simplement des réflexes et une réflexion qu'on n'a pas toujours, mais que le cerveau, lui, peut mener en fait parce que son fonctionnement lui dicte que cette action-là est meilleure qu'une autre
Je pensais vraiment à plus quelque chose d'inconscient que quelque chose de, enfin oui, rationnel si on veut, mais plus Oui, une c'est pour action ça que je inconsciente. disais, voilà, l'inconscient pour moi c'est de l'irrationnel, en tout cas c'est de l'intangible, c'est quelque chose que la biologie va avoir du mal à saisir quand même. Oui, oui. À un moment dans ce que je décris, il faut faire un choix. Si le choix est vital, effectivement, on fait celui qui nous semble le mieux ou celui vers lequel on se dirige parfois juste en un dixième de seconde. Enfin, et ça, c'est du domaine de l'irrationnel ou de l'inconscient. Justement, dans tes récits, il y a toujours cette balance entre l'intangible et puis le très concret, très, très précis, très, très mesurable. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment tout l'intérêt de tes récits, quoi. C'est cet aspect assez fascinant. Alors, après, au-delà de l'aspect fantastique, la symbiose entre Cédric et le pigeon, ou encore l'aptitude d'Auguste Maillard qui lui permet d'embrasser en un instant toute l'expérience de vie d'une personne, c'est une réflexion qui est très personnelle, mais je trouve que c'est assez analogue finalement avec le travail de l'auteur qui doit embrasser pleinement l'identité de ses personnages pour leur donner toute la crédibilité et la cohérence nécessaire. J'ai pensé ça à un moment. Alors, ça n'engage que moi, mais j'aimerais bien quand même que tu nous parles de la façon dont tu travailles tes personnages et comment tu fais pour maintenir cette cohérence non seulement au sein d'un même récit, mais entre plusieurs récits qui du coup vont s'étaler, l'écriture de ces récits s'étale sur plusieurs années. Oui, alors je ne fais pas de fiche, je ne décris pas mon personnage d'une façon précise. C'est peut-être le fait de prendre quelqu'un que je connais qui va me servir de personnage qui me permet d'avoir cette cohérence au niveau du personnage. Et puis ça m'arrive effectivement quand j'ai déjà utilisé le personnage de me dire il faut pas que j'oublie ce qu'il a vécu sur les romans précédents. Voilà. Et puis j'ai une auteure qui m'a dit aussi un jour, l'auteur, c'est Dieu pour ses personnages. Alors effectivement, l'auteur fait ce qu'il veut avec ses personnages. Et je l'ai souvent répété quand il y a des lecteurs qui se sont plaints de ce que je faisais subir à mes personnages, en leur disant, mais je fais ce que je veux, ils sont à moi. Voilà. Et c'est vrai que les lecteurs s'approprient aussi les Oui, personnages au moment de la lecture. On peut le comprendre, mais c'est l'auteur qui décide, effectivement. Et du coup, tu t'inspires toujours de la réalité pour projeter la fiction. Et à quel moment, en fait, l'étrange intervient? Ça arrive dans quel ordre? Est-ce que tu es habité par des questionnements et donc tu as besoin de les projeter dans la fiction pour les interroger? Ou bien c'est des événements très concrets, très rationnels qui t'inspirent et puis l'étrange, il vient se glisser toujours d'une façon ou d'une autre dans l'histoire que tu... oui. C'est vraiment c'est vraiment le deuxième choix. J'aime Ouais. bien utiliser des choses qui sont très bizarres à la base, voire pour lesquelles il n'y a pas encore d'explication et parfois les accélérer ou les grossir de façon à arriver à quelque chose de vraiment étrange ou de fantastique, mais en ayant toujours une base de référence dans la réalité. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans mes romans. Alors peut-être à part le syndrome du crocodile, où effectivement on n'a jamais vu personne se glisser dans la tête d'un pigeon ou d'un animal, mais sinon pour le reste, mais j'avais besoin en fait de ce... C'est peut-être arrivé, on ne sait pas. Les Oui, c'est peut-être chamans, ils arrivé, font un peu ça. effectivement. L'histoire de Cédric, si elle est arrivée, on ne le sait pas, effectivement. Non, puis même, enfin, j'y pense maintenant, mais je pense que quand on, enfin, si on s'intéresse au récit de chaman, etc., ça fait partie des choses Oui, qui, c'est vrai. voilà. Euh, En termes d'écriture, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que c'est par période? Est-ce que tu as toujours une histoire en tête? Est-ce que tu écris tout le temps? Comment ça se passe? Euh, J'essaie de maintenir l'envie d'écrire, ce qui est pas toujours évident. Je me suis rendu compte début 2025 que parfois certains événements peuvent amener à ne plus écrire du tout, ce que je regrette. Bon, je m'y suis remis depuis, mais parfois le fait de démarrer un roman est difficile parce que je n'aime pas en fait écrire pour le fait d'écrire. J'aime bien apporter quelque chose et j'aime bien dans le roman, faire réfléchir à quelque chose. Donc ça peut être effectivement le nécrophone d'Edison, le droit de chacun à disposer de lui-même,
tout ce qu'on peut retrouver dans le sang pour le labyrinthe de Darwin. Voilà. Si je voulais juste écrire du polar pour le polar, ça serait en fait beaucoup plus facile que ce que je veux faire. Euh, J'aime Oui, bien il faut que tu toujours aies une amener un petit plus. motivation Voilà. derrière. Donc j'ai une motivation et amener autre chose que l'histoire policière. Ensuite, j'essaie d'écrire régulièrement. Alors, quand je travaillais encore, parce que maintenant je suis en retraite, c'était plutôt le matin. Là, maintenant, c'est plutôt le soir. Mais je me renseigne beaucoup aussi. Je lis beaucoup pour pouvoir écrire sur les sujets sur lesquels je vais. D'accord. Est-ce que tu as un projet de livre en cours en ce moment? Alors, j'ai le projet de terminer un recueil de nouvelles. D'accord. Je verrai si c'est accepté ou pas par ma maison d'édition. C'est pareil, toujours avec souvent un côté étrange ou bizarre, même s'il n'est pas fantastique. Le sujet que j'ai pris à la base, le pitch que j'ai pris à la base est tellement bizarre que voilà, ça en devient presque étrange. Et puis oui, j'ai un D'accord. autre projet qui me tient à cœur, mais qui est historique dans l'Antiquité. Et là, en fait, ma formation ne me permet pas d'écrire ça directement. Il a fallu que je lise énormément pour pouvoir rentrer enfin, être dans le bain de ce que je veux écrire. J'aimerais bien aussi qu'on parle une minute de ta maison d'édition, les éditions Ex Aequo. Je crois qu'elles fonctionnent d'une manière particulière. Tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, c'est une maison d'édition qui a été montée dans 2009 ou 2010 par une personne seule, l'éditrice, Laurence Schwalm, qui est toujours à la tête de la maison d'édition. Elle s'est dirigée essentiellement vers l'e-book, mais toujours en gardant le livre papier. Et elle s'est surtout mis en tête de prendre des nouveaux auteurs en disant il n'y a pas que des auteurs qui ont déjà publié qui ont du talent. Il y a aussi des nouveaux auteurs qui peuvent avoir leur chance. Et donc, en fait, la maison d'édition continue à prendre des nouveaux auteurs. Alors, il faut évidemment que le manuscrit en vaille la peine. Hein. C'est pas non plus tous les manuscrits qui sont envoyés, qui sont édités. Et c'est une maison qui prend de l'ampleur. L'éditrice est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Et c'est aussi une maison d'édition qui s'est dotée d'une association d'auteurs en parallèle, en fait, qui permet aux auteurs d'échanger sur les salons, sur les libraires, sur la façon de présenter ses bouquins. Il y a des réunions entre auteurs et la maison d'édition tous les mois avec Teams, en fait, ou l'équivalent de Zoom, enfin voilà, en visio, ce qui permet aussi d'échanger sur les nouveautés de la maison d'édition et ce que l'éditrice attend de nous, mais aussi sur des sujets très divers. Enfin, voilà. Ça Ah, c'est fonctionne un petit intéressant peu ça. comme une famille, comme une secte, dit parfois l'éditrice en rigolant. Alors, c'est pas une Une secte, secte évidemment, mais qui fait du bien à ses membres apparemment, donc c'est oui, oui, plutôt... l'association permet d'échanger et de soulager aussi l'éditrice qui travaille toujours seule, parce que je pense que c'est un milieu qui est relativement... C'est difficile de garder une maison d'édition sur pied pendant plus de 10 ans maintenant. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait faillite. Et c'est quelqu'un l'éditrice est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est-à-dire que quand elle décide quelque chose, elle s'y tient. Et elle a décidé de prendre des nouveaux auteurs, de travailler de cette façon-là. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui ne voudra pas faire de la réédition elle choisit pas la facilité en général. Tes livres, ils sont disponibles en librairie, sur commande, sur toutes les plateformes, tu les vends dans les salons, comment ça se passe? Alors, je les vends dans les salons. Ils sont disponibles en e-book sur beaucoup de plateformes. C'est-à-dire qu'en tapant le nom et le titre, on trouve le bouquin en e-book et en papier. Ils sont distribués dans toutes les librairies. En fait, il y a un distributeur et un diffuseur, donc ils sont disponibles plutôt sur commande puisque l'édition et la librairie fonctionnent comme en grande surface. Hein. C'est-à-dire que pour être en tête de rayon, il faut mettre les moyens nécessaires. Hein. Très bien. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Et puis pour savoir quel sera le prochain salon pour rencontrer Thierry Dufresne, je vous invite à vous reporter au descriptif de ce podcast. Je vous mettrai tous les liens nécessaires pour pouvoir suivre Thierry. On arrive déjà à la fin de cette interview qui était très dense.
Merci Thierry, c'était super intéressant. J'espère que tu es content. Merci Maud, oui, je suis toujours satisfait de décrire mes livres, l'univers et tout ce qui peut se passer en coulisses dans la création d'un roman. Mais ça a été un vrai plaisir pour moi aussi. Ainsi se termine le 6e épisode de Voix de Plume. Merci à vous, chers auditeurs, pour la curiosité dont vous faites preuve. La littérature est riche, diverse, et le mois prochain, nous nous pencherons sur sa capacité à raconter l'histoire avec un grand H par le prisme des histoires individuelles. Nous parlerons plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, l'occasion de rappeler que la guerre se vit dans la chair des hommes avant de se dessiner dans les livres d'histoire.